Je suis Marie-Osier Lafontaine, activatrice du génie au féminin. Chaque jour, j'accompagne les femmes à révéler leurs trésors cachés pour vivre la vie qu'elles méritent. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui ont osé s'affranchir des diktats pour trouver leur juste place. Bienvenue dans le podcast Ose-la, les voix qui osent. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Voix qui osent, le podcast qui raconte les histoires des femmes qui ont bravé les diktats, qui ont brisé les tabous, qui ont dépassé les injonctions pour choisir la voie de réussite, ou en tout cas la voie qu'elles méritent. Aujourd'hui, nous recevons Shirley Billot. Bonjour Shirley. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va passer un petit moment ensemble, ici dans cet endroit très sympathique, au pub, au cœur de Fort-de-France. Et on va passer donc un petit moment ensemble pour en savoir un petit peu plus sur toi. Pour celles et ceux qui te connaissent, on te voit sur les réseaux sociaux, on connaît la marque que tu as créée, Cadalis, mais aujourd'hui on va en découvrir un petit peu plus sur la femme que tu es, c'est l'objectif. Et avant de démarrer, je vais te présenter rapidement. Et puis bon, si tu as envie de rajouter quelque chose, n'hésite pas. Tu es née à Djibouti, tu es martiniquaise et tu es arrivée donc en Martinique à 8 ans, à l'âge de 8 ans. Et puis tu es repartie de la Martinique pour tes études à Paris. Au départ, tu ne savais pas forcément quoi faire, mais tu étais plutôt douée à l'école, tu avais des facilités. Et tu as fait des études en économie et en finance, notamment à HEC. Et derrière ça, de manière assez logique, tu as travaillé en cabinet de conseil, en gestion d'entreprise. Et puis, tu as eu ton petit garçon, qui a aujourd'hui 20 ans. Et quand tu as eu ce petit garçon, tu as décidé de rentrer au pays parce que tu voulais finalement qu'il ait la même enfance que toi. Donc c'est ce que tu as fait et tu es resté du coup en Martinique où tu as travaillé. Et puis quelques temps plus tard, tu as eu envie d'autre chose. Et cette envie d'apprendre pour comprendre qui t'a toujours animé t'a mené à créer un projet de recherche qui est devenu une marque, qui est devenu une entreprise, un laboratoire de recherche, Cadalis. Et donc cette marque aujourd'hui existe, on la connaît beaucoup à travers les produits cosmétiques, mais c'est avant tout un laboratoire de recherche qui donc fait de la recherche et développement, qui élabore des ingrédients pour les secteurs de la cosmétique, mais aussi des secteurs du food et beverage. C'est bien ça, je crois que j'ai bien résumé la situation. Et aujourd'hui, tu es en Martinique pour un voyage, non pas éclair, mais en tout cas de ces nombreux voyages, parce que tu vis entre la Martinique et Paris, au-delà des nombreux voyages que tu peux effectuer pour justement continuer cette recherche incessante sur ce fameux bananier et tout ce qu'on peut en tirer, et notamment ce qu'on peut tirer des déchets agricoles de la production de bananes. Bienvenue Shirley. Merci beaucoup. J'ai assez oui, bien résumé la déjà situation. Pas mal, hein. Ok. Alors, pour démarrer, on va commencer par le petit rituel du podcast Les Voix qui osent, qui est un tirage de cartes. Alors, il te suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément et de placer tes mains au-dessus du jeu, de laisser ta main parcourir ce cercle de cartes et de t'arrêter quand tu le sens, soit quand tu en as l'intuition, soit quand tu sens une petite sensation dans ta main, type picotement ou chaleur. Combien ? Tu en prends une. J'en prends une déjà. Je vais prendre celle-là alors. Ok. Donc tu peux regarder l'illustration. Tiens, hop. Je ne sais pas si elle te parle déjà, l'illustration. Je trouve qu'elle a les cheveux au vent, une pensée, riche. Je la trouve songeuse. En fait, et en même temps, ses bras font un cœur. Donc, je la trouve chaleureuse, aimante et assez douce. Ok. Maintenant, tu vas la retourner et la lire et nous dire du coup si... Je mets mes lunettes. Bien sûr. Et nous dire Alors, du coup si c'est ça la te carte parle. Ta présence, ancrage, découverte, complétude et équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment juste là, ce moment, maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Ok. Est-ce que ça te parle, Shirley ? Alors là, en ce moment, je trouve ça totalement réaliste. Parce que oui, en ce moment, comme souvent, je crois que c'est difficile, mais je sais que ça tient à moi. Et donc, je sais que plus que jamais, dans les moments difficiles, il faut rester ancré, fort et avoir foi en son destin. Tu
Tu as toujours eu foi en ton destin, Shirley, depuis petite? Oui, c'est vrai. Je suis une personne pleine de paradoxes. Je suis à la fois très logique et en même temps très spirituelle. Okay. J'adore les mathématiques. Alors j'ai un côté très rationnel, mais en même temps, je trouve que mon côté martiniquais, c'est justement écouter ces messages que vous font passer, je sais pas, l'univers, la serendipity, la synchronicité, je sais pas. Moi, j'écoute les petits messages. Et d'ailleurs, mon projet est né de messages. D'accord. Donc, c'est absolument pas une pensée rationnelle. La base était rationnelle, puisque j'adore lire des études scientifiques depuis très longtemps. Mais le montage de ce projet, et là où j'en suis aujourd'hui, est à 90% des rencontres, des opportunités, des choses qui se passent, des messages qu'on m'envoie parfois, qu'il faut parfois écouter. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je me suis laissée envahir totalement par ce projet, contrairement à la vie que j'avais avant de dirigeante ou dans le monde du conseil, où là j'étais vraiment très rationnelle. Oui. Et du coup, est-ce que quand tu étais petite fille, quel genre de fille tu étais et quel genre de petite fille tu étais et à quoi tu rêvais? Parce que finalement, ce que tu souhaitais devenir petite fille a quand même un lien avec la femme que tu es devenue aujourd'hui, le projet dans lequel tu t'es lancée. Oui, c'est plein de paradoxes. Petite fille, j'étais plutôt garçon manqué. Ouais. Je pense que ceux qui m'ont connue quand j'étais en primaire ou en collège, même au lycée, doivent se demander mais qu'est-il arrivé à Shirley? J'adorais, j'étais hyper active, très turbulente. J'avais du mal à me canaliser. J'étais passionnée par énormément de sujets. Et à l'époque, je voulais être pharmacienne. Je voulais absolument qu'avec mes sœurs, j'ai 2 sœurs, on crée un complexe, que l'une devienne médecin, l'autre dentiste et moi pharmacienne, et qu'on ouvre un établissement autour de la médecine au final. Et je me souviens que j'avais des idées de crème à base de... D'ailleurs, c'est ce qui se sont après, je les ai vues sur le marché, le pire. mais je faisais... j'avais un Ken aussi, parce que comme j'étais garçon manqué, j'avais des Ken et des G.I. Joe, et je leur faisais des masques. Déjà. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai fait un bac scientifique et j'allais faire une prépa bio. Et finalement, comme j'adorais vraiment les maths, j'ai préféré faire de la finance. Parce qu'à ce moment-là, la rationalité était plus forte chez moi. Et je me disais, bon, en France, la recherche n'était pas tellement valorisée. Et je savais qu'on avait des carrières plus intéressantes dans la finance. Et donc, j'ai décidé de faire de la finance. Et quelque part, j'ai une carrière dans le monde du conseil. Et dans l'industrie pharmaceutique notamment, j'ai travaillé chez Air Liquide Santé, j'ai travaillé chez AstraZeneca, etc. Et au final, quand je suis revenue en Martinique, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça m'a remis aussi un pied dans l'étrier puisque j'ai dirigé des sociétés qui faisaient de l'import et de la distribution dans la pharma, la grande distribution et le téléachat. Et j'avais donc un catalogue de produits qui étaient des produits pharmaceutiques. Et c'est là où finalement j'ai retrouvé l'intérêt des produits baqués par de la science, parce que moi j'aime quand c'est technique. Et finalement, je suis revenue un peu à mes amours de jeunesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les éléments déclencheurs pour que tu reviennes justement à ces amours de jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au final, tu deviennes entrepreneur et dans ce secteur? Alors, je tiens à dire que je n'aurais jamais pensé devenir entrepreneur. D'une part, mes 2 parents sont syndicalistes. Enfin, ils ont été syndicalistes ici. Mon père était dans l'armée française. Ma mère était très active, mais dans le monde social. Mais j'ai été élevée, comme je pense beaucoup de personnes, pour faire des grandes études et après devenir un très bon cadre supérieur dans une entreprise. Et je voyais je voyais mon avenir comme ça. Il se trouve qu'en fait, ça a changé quand finalement je suis revenue vivre ici. Parce que le métier que j'exerçais dans le monde n'existait pas ici. Et donc, il a fallu que je change mon travail. Et donc, j'ai fait de la direction d'entreprise. J'avais jamais vraiment fait ça. J'avais dirigé des projets, mais j'avais pas dirigé d'entreprise. Et j'ai eu la chance d'avoir mon premier employeur a été quelqu'un de vraiment très inspirant pour moi, parce qu'en plus, il m'a laissé la clé de sa société, et donc j'ai dû me débrouiller. Okay. Et il m'a fait une totale confiance, et ça a été un gros challenge pendant 3 ans. Et c'est là où j'ai vu que j'étais capable de le faire. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai dirigé 2 établissements pharmaceutiques ici. Et donc, ça a consolidé quelque part mon expérience de dirigeante. Mais encore une fois, être dirigeant, ce n'est pas la même chose que d'être entrepreneur. Oui, tout à fait. Et ça, on le réalise après. Et finalement, ce qui a été l'élément déclencheur, ça s'est imposé à moi parce qu'encore une fois, je ne serais pas devenue entrepreneur. Ces 2 événements, déjà la grève de 2009 qui m'a énormément marquée
Et je me suis dit, étant d'une famille extrêmement engagée, que puis-je faire pour lutter contre ces inégalités intergénérationnelles, contre ce mal-être que même moi, je comprenais et que je vivais aussi, d'une certaine façon. Et donc j'avais ce désir de faire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Et puis, je voudrais dire, j'ai eu de la chance ou l'opportunité de vivre un harcèlement important. Tu dis que c'est une chance, du coup ? Oui, je dis que c'est une chance parce que finalement, cette expérience m'a donné envie de ne plus travailler. Je dis souvent pour des cons. Mais bon, allez, on va être plus politiquement correct. J'avais envie de donner du sens à ce que je faisais. Ouais. Et je travaillais pour l'argent, ce que j'avais fait pendant des années. Quand il vous arrive cette situation, ça remet beaucoup de choses en cause. Et moi, je me suis beaucoup remise en question. Parce qu'en fait, ce n'est pas vos compétences qu'on remet en question. C'est une pensée malade de personnes toxiques ou qui veulent vous contrôler et qui vous font ça. Et donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Et en fait, ça a été une grande réflexion pour moi. Et à ce moment-là, et là, on va penser au signe du destin. Comme moi, il se trouve que je dors très peu, je dors 3 heures par nuit, donc j'ai énormément de temps disponible. Donc, il se trouve qu'une de mes passions, c'est de lire des études scientifiques ou des brevets. Et j'en ai lu sur la caractérisation de la peau de la banane. Et j'ai trouvé ça... Par hasard ? Oui. Ça n'a pas de sens, je sais. Mais je lis ça, je trouve ça hyper intéressant. Et comme je suis hyper active et que je vais au bout, je veux dire que je lis sans études, je fais une synthèse qui est dans mon sac. Que tu rédiges, donc tu rédiges une synthèse sur tout ce que tu as étudié. Oui, parce qu'il faut que la pensée sorte de ma tête, sinon ça me... Donc il faut que j'écrive. J'écris des notes, donc j'écris un programme de recherche et que j'avais mis dans mon sac. Et ma mère, qui à l'époque avait une émission ici de télévision, interviewait le président de la filière banane, Éric Delucy, et elle m'amène avec elle. Alors en ce moment, je suis toujours dans ma phase harcèlement, donc je suis pas très très bien. Donc elle me dit, viens avec moi. Et donc je l'accompagne et il parle des difficultés de la filière banane, des challenges qu'ils ont face à la concurrence des pays d'à côté qui n'ont pas le même coût du travail, des problèmes de qualité, etc. Et en fait, moi je joue avec mon téléphone parce que comme je suis hyper active, il faut toujours que je m'occupe. Et il me dit, mais en fait, tu n'écoutes rien. Je fais, si, j'écoute. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a tellement de molécules d'intérêt dans ne serait-ce que vos coproduits, donc vos bananes moches ou autres. Si vous aviez une vision différente qui serait de les valoriser dans d'autres secteurs et pour d'autres applications, ce serait intéressant parce qu'on ne peut pas, nous, tout le temps, essayer de vouloir être concurrents de pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Et donc, la seule façon que nous avons, nous, dans les Antilles françaises, c'est de se démarquer par l'innovation, l'IP, enfin la propriété intellectuelle, etc. Et donc, je lui parle comme ça, il me dit, en fait, il m'a dit, mais t'es pas si conne que ça. Hein non, il m'a dit, c'était très... c'était très gentil parce qu'en fait, peut-être que l'attitude que j'avais de jouer avec mon téléphone n'était pas très respectueuse au final, mais comme moi, je suis hyper active, j'ai besoin de canaliser ma pensée. Besoin d'être occupée. Exactement. Et au final, il m'a dit, reviens voir avec ton projet. Et à l'époque, je n'avais pas de projet d'entreprise. J'avais juste une synthèse d'une centaine d'études que j'avais lues. Et il me dit, mais j'ai encore une épreuve pour toi. Je vais te présenter quelqu'un et si ça l'intéresse, ok, on te suit. Et en fait, il m'a présenté le président du CIRAD, qui est un centre de recherche public spécialisé dans les fruits tropicaux, notamment la banane. Et donc, je vais le voir et je lui parle de mon projet. Il croit que je suis doctorante ou en tout cas jeune scientifique. Et il trouve ça super intéressant. Il me dit, tu as une pensée trop complète, donc il y a trop d'éléments. La recherche, c'est répondre à une question. À quelle question veux-tu répondre ? Et en fait, je lui dis, moi, je voudrais valoriser les lipides de la peau de la banane. Voilà. Et en fait, c'est parti comme ça. Ils m'ont dit banco. Et en fait, j'ai démarré comme ça. J'ai démarré un programme de recherche avec, en collaboration avec le CIRAD. J'ai pris une stagiaire, puis une doctorante. Et on a caractérisé le bananier, ses lipides, mais aussi les molécules aqueuses, en utilisant différentes techniques. Et ça a été une thèse pendant 3 ans. Voilà, ça a démarré comme ça. Donc, et à ce moment-là, quand je discutais donc avec la filière banane et le CIRAD, avant qu'on commence le projet, je me souviens d'exemples je pars, mon mari m'invite en week-end dans le sud de la France et dans la chambre d'hôtel, c'est des gravures de bananiers. Et je dis à mon mari, est-ce que c'est une plaisanterie ? Il me dit non. Je demande à l'accueil de l'hôtel, est-ce qu'il y a d'autres chambres comme ça ? Il me dit non, c'est la seule. Ok, je me dis ok, je suis envahie par la banane. Et à l'époque, j'avais passé des entretiens pour diriger un cabinet de conseil à Paris.
Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas de projet d'entreprise dans le secteur. C'est Non. vraiment un projet de recherche parce que ça te passionne. Oui. Donc, tu t'investis à 100%, enfin même à 400%, on va dire, dans ce projet de recherche. Mais à ce moment-là, aucune ambition de transformer ce projet en entreprise. Non, en réalité, c'est ma thérapie, puisque je sors d'une épreuve compliquée et j'ai besoin de ressourcer mon intellect et de redonner du sens à ma pensée. Et donc, en fait, me nourrir de données, en fait, moi, m'a beaucoup aidé à me remettre de cette épreuve. Et parce que, encore une fois, je suis hyper active et donc, en fait, je sais comment je fonctionne et ce sujet me passionne. Et après, on repart en week-end à Londres et on arrive en sortant de l'avion. Il y a une campagne d'affichage avec des éoliennes en forme de pot de banane. Et à chaque fois, je me dis, mais à chaque fois, je vois de la banane partout. Et je me dis, bon, ok, je crois que c'est l'univers m'envoie des signes. Il faut que je suive ce chemin. Et en fait, tout ça pour dire que je n'aurais peut-être pas eu la force toute seule, mais face aux signes de l'univers, et ce projet étant plus ambitieux que moi-même, finalement, il m'a obligée à me dépasser. En fait. Et c'est finalement un projet qui m'a servi à illustrer ma pensée militante. C'est-à-dire que ma société est pour moi une façon de militer pour un meilleur futur pour nous. Comment on peut rentrer dans le game grâce à l'entrepreneuriat, comment on peut changer notre avenir grâce à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un peu... c'est une étape de ma vie de métamorphose de celle que j'étais avant et de celle que je suis maintenant. C'est comme une démonstration que tu veux faire quand tu dis qu'on a l'opportunité ici de briller grâce à l'entrepreneuriat, l'innovation, etc. Toi, tu veux en apporter la preuve justement grâce à ce laboratoire de recherche ? Oui, alors est-ce que... Oui, c'est démontrer qu'on est capable de faire des choses extrêmement ambitieuses et pas uniquement des choses traditionnelles ou classiques ou ce qu'on connaît déjà. C'est avoir une ambition de conquérir des marchés internationaux. C'est comment La filière banane, c'est un sujet intéressant parce que pour moi, elle représente le pire et le meilleur chez nous. Oui. Et je trouvais que c'était intéressant parce que moi, je la trouve formidable, cette filière. Je trouve le bananier formidable aussi dans notre histoire de Martiniquais. Puisque en 1736, une ordonnance royale avait à l'époque imposé à tous les détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu. Et donc notre histoire est quand même extrêmement liée à la banane et pas que à la canne. Parce que c'est deux histoires différentes, mais la banane, c'est le premier fruit qu'on a le droit de planter librement. Ça a été l'aliment de base de nos ancêtres esclaves, mais aussi des planteurs. Et donc je trouvais, quelque part, c'était aussi une façon pour moi de boucler la boucle, de m'apaiser. Et de montrer notre capacité, enfin, de montrer que nous, qui sommes un peuple jeune, qu'est-ce qu'on peut faire de notre histoire, qu'est-ce qu'on peut créer à partir de notre histoire. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est travailler en écosystème. Et j'avais envie aussi, que moi je crois beaucoup à l'inclusivité, et j'avais aussi envie de pousser un peu ces acteurs traditionnels à essayer aussi de travailler ensemble, de travailler en écosystème, ce qui n'est pas non plus la pratique aussi ici en fait. Et ça a fonctionné ? Alors ça fonctionne, c'est pas toujours facile, parce que, pour plusieurs raisons, parce que déjà, je pense que beaucoup ne comprennent pas toujours ce que je fais. Je n'ai pas un produit traditionnel, on a un produit, une innovation, et comme tu le disais tout à l'heure, l'innovation, c'est d'abord, il faut déjà apprendre, donc c'est connaître le végétal, qu'est-ce qu'il contient, comment ça agit, puisque nous, on fait de la recherche fondamentale en chimie, mais sur la santé. On travaille sur les maladies inflammatoires. Et donc, comment nos extraits agissent sur des cellules. Comprendre, est-ce que c'est la caractérisation ? En fait, c'est vraiment comprendre la composition d'un extrait en fonction de comment on l'a extrait et ensuite comment il agit sur des cellules ou des marqueurs. Et donc, une fois qu'on a appris un peu mieux, parce que la chimie, c'est infini, et qu'on comprend mieux, là, on peut développer des innovations. C'est ce qu'on a fait. On a développé des preuves de concept à travers Cadalis, des produits cosmétiques. Alors, on n'a pas fait des produits cosmétiques sans rien. On a développé 3 ingrédients qui sont des extraits lipidiques de banane. Un autour de la banane verte, qui est plutôt équilibrant. Un autour de la banane jaune, qui est anti-âge, raffermissant. Et autour de la banane rose, qui est anti-tache et antioxydant. Et autour de ces ingrédients, on a créé une preuve de concept qui sont les produits finis, donc les produits cosmétiques Cadalis. Mais ces ingrédients, ils sont aussi utilisables en alimentaire. Et on a aussi développé une preuve de concept l'année dernière. En collaboration avec les Roms Clément, on a développé un arôme de banane à partir de leur propre coproduit de banane. Puisqu'en réalité, on est des experts de la chimie et de l'éco-extraction, donc on peut faire ce qu'on veut
on a acquis une telle compétence qui est reconnue d'ailleurs dans le monde sur le bananier, mais aussi sur l'éco-extraction. Et justement, dans ce milieu de l'innovation, de la tech, de l'entrepreneuriat, de la recherche, est-ce que c'est difficile d'être une femme? Est-ce que ça a été compliqué à certains moments pour toi en tant que femme ou en tant que femme martiniquaise d'avoir ta place? Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Est-ce que tu as dérangé parfois dans ce que tu pouvais représenter? Et si oui, comment tu as fait justement pour dépasser ces obstacles? Alors paradoxalement, j'ai été quand même très bien accueillie en France, mais aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une Key Opinion Leader. Dans mon domaine d'activité, je fais des conférences en Asie, aux États-Unis, beaucoup. En France, je suis administrateur de la Fédération des entreprises de la beauté. On se siège aux côtés de L'Oréal, LVMH, Sisley, les grandes maisons. C'est eux qui m'ont proposé d'être administrateur. Honnêtement, j'y avais pas pensé. Parce que moi, je viens pas du monde de la beauté. Oui. Ça, c'est assez atypique. Je viens pas d'une grande maison de beauté. Je me suis fait ma place toute seule. Et je pense que comme j'ai de vrais fondamentaux et aussi de vrais engagements sincères, je pense que ça a dû intéresser. Et donc, je suis administrateur depuis 3 ans. Et là, je viens d'être renouvelée encore pour 3 ans. Bravo. Et donc on a des réunions avec le ministère de l'Industrie pour essayer de défendre la filière, qui est une des filières les plus importantes de la France. J'ai eu l'occasion de représenter la filière lors d'un voyage présidentiel avec Emmanuel Macron, où je suis partie au Gabon, où j'ai fait 3 interventions, dont les recommandations de l'État à la fin du sommet. Donc, grande responsabilité. Oui. Je suis ambassadeur Business France, de la team France Export, puisque je représente la Martinique, je fais beaucoup de salons. Donc non, j'ai gagné plusieurs prix, notamment aux États-Unis. J'ai gagné Tech for Future l'année dernière. Oui. J'ai gagné un concours de pitch à Vivatech l'année dernière. J'ai gagné un prix, encore l'année dernière d'ailleurs, pour la femme entrepreneur de l'année par ESDP, qui est un organisme qui valorise les entreprises qui sont portées par la diversité, si on peut dire ça. Aux États-Unis, j'ai gagné le prix de la marque la plus engagée. Donc oui, la reconnaissance internationale, elle a été plus facile parce qu'on a des vrais assets scientifiques et qu'on a une vraie démarche éco-responsable, puisqu'on travaille sur des déchets, on valorise les femmes dans les métiers de la science. Mes salariés sont majoritairement des femmes, ingénieurs ou docteurs en pharmacie. C'est un choix de recruter des femmes ou ça s'est fait complètement par hasard, de manière peut-être organique, ou il y a quand même un choix délibéré de ta part? Alors, c'est pas tellement un choix délibéré au départ. C'est parce que dans la chimie des ingrédients, il y a beaucoup de femmes dans des postes d'ingénieurs. Et puis après, je pense que dans les discours aussi que j'attire aussi les femmes. Et j'adore travailler avec des femmes. Je les valorise et je me sens aussi très bien. Et donc finalement, je pense qu'elles postulent plus facilement chez moi. Mais là, en l'occurrence, vu qu'on a un projet qui est plus process, là, je pense qu'on va être sur un équilibre. Parce que dans les procédés, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc après, moi, j'aime travailler avec les femmes. Je les trouve multitâches, passionnées. Il y a moins de problèmes d'ego aussi. Et je les trouve... C'est une petite société, donc on est en mode start-up. Et je trouve les femmes résilientes face aux difficultés, parce qu'elles sont tellement aussi soumises aux difficultés depuis le jeune âge qu'elles sont quand même, je les trouve très solides. Mais après, on est ouvert. On a eu des jeunes hommes, mais c'est sûr que dans notre domaine, la beauté, beaucoup de femmes. Dans l'agro, pur et dur, plus d'hommes. Et du coup, loin de l'image qu'on se fait souvent des groupes de femmes où il y aurait de la rivalité, etc. On décrit souvent les femmes ou les groupes de femmes comme étant des groupes où il y a des conflits, etc. Alors qu'au final, toi qui es entourée de femmes, tu constates que vous travaillez plutôt bien. On travaille très bien, en harmonie. Je pense que moi, j'ai un fils qui a 20 ans, donc je me nourris beaucoup de lui. Et je trouve que peut-être aussi, on manque parfois d'audace. En fait, et ça c'est intéressant parce que je trouve que les hommes apportent ça aussi. C'est bien d'avoir un équilibre, hein. Mais non, ça se passe extrêmement bien. On est en cocon, mais il faut aussi se challenger un peu. Après, c'est aussi culturel. Je pense qu'en France, on a une culture où on est plus dans la discrétion. Moi qui suis beaucoup aux États-Unis, avec beaucoup moins, ils se vendent beaucoup plus. Donc moi aussi, j'ai appris à
à changer mon état d'esprit et à fonctionner plus à l'anglo-saxonne, parce qu'il faut aussi montrer ce qu'on sait faire. Justement, tu dis que tu as appris à fonctionner à l'anglo-saxonne. D'où te vient cette audace? Est-ce que c'est l'expérience? Parce qu'au final, pour accomplir ce que tu as accompli, obtenir tous ces prix, ces récompenses, il faut l'audace, il faut y aller. Il ne faut pas rester dans son coin, il faut se montrer, il faut demander, il faut démontrer aussi. D'où te vient cette audace-là, ou ce courage aussi? Ben, au final, bon, déjà, je suis assez battante et comme j'ai toujours été une fonceuse. Après, bon, quand j'étais enfant, j'ai fait du violon, j'ai eu beaucoup de premiers prix de conservatoire, donc j'ai eu l'esprit de la compétition très tôt. Okay. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Ensuite, dans nos domaines d'activité, on n'a pas le choix, il faut participer à des prix, mais j'ai toujours été très sincère quand j'ai participé à des concours. Et en fait, la sincérité, ça paye. Je me souviens du concours de pitch que j'ai fait à Vivatech. Je n'ai pas du tout fait l'élévateur pitch qu'on vous enseigne partout, parce que moi, je le trouvais insupportable. Et au final, je suis venue en disant, ben voilà, moi, je fais ça, comme ça. Et voilà un exemple concret de ce que je fais. Et au final, j'ai gagné. Et il n'y a pas forcément une règle, mais je pense qu'il faut faire les choses avec conviction et passion. Et ça, je suis passionnée. Et je pense que ça se voit. Et pourquoi j'ai autant... Et je pense que ce qui m'anime énormément, c'est parce que je me dis, je peux pas échouer parce que je suis martiniquaise. Et que si j'échoue, on va dire... Ah. T'as une pression. Ouais, j'ai une pression. En plus, je suis une femme et j'ai pas envie non plus qu'on dise c'est parce que c'était une femme. En fait, je me mets une pression toute seule en me disant d'abord, il y a tellement de gens qui croient en moi et qui m'ont soutenue. J'ai pas envie de les décevoir. Et dans les moments de faiblesse qui m'arrivent régulièrement, comme beaucoup d'entrepreneurs, les autres me donnent de la force. Les gens sont vraiment adorables. Enfin, j'ai vraiment de la chance. Quand tu dis les autres, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes mes collègues. Amis, c'est tout. C'est mes collaborateurs qui sont super. C'est ma famille. C'est les partenaires que j'ai. C'est les institutions avec qui je suis. J'ai toujours eu, je trouve, beaucoup de bienveillance, même si c'est difficile. Mais j'ai quelques personnes qui ont été négatives ou vraiment pas du tout sympathiques, mais c'est une minorité et ceux-là, tant pis pour eux en fait, parce qu'eux n'ont pas de sens dans leur vie et ne partagent pas, et je pense que c'est aussi les gens qui ne me soutiennent pas, c'est parce qu'ils ne partagent pas cette envie que moi j'ai de faire évoluer une certaine partie une certaine catégorie socio-professionnelle. En tout cas, j'ai envie de montrer qu'on est capable, à partir de rien, de créer quelque chose. Et qu'on est capable de se prendre en main et de changer un peu le destin tel qu'il nous est actuellement prédestiné. Et je trouve ça assez insupportable. Donc, ouvrir de nouvelles voies, il y a beaucoup de gens, finalement, qui ont envie de ça. Et cela me porte énormément. Donc, même quand c'est difficile, au final, c'est les autres qui me relèvent. Et ça, je trouve ça génial. Et quand tu dis quand c'est difficile, c'est quoi? C'est les moments de doute propres à l'entrepreneur? C'est qu'est-ce que tu trouves difficile finalement dans ton quotidien ou dans ce que tu entreprends? L'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein. Oui. On est confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, j'ai des étapes. Alors, c'est pas tant l'entreprise en elle-même, mais c'est tout ce qui va autour et qu'il faut gérer. Et quand on se rend pas compte qu'il y a tout ça tout autour. Oui. Bah oui. Et même là, on est en train de finir une levée de fonds. Bah, c'était dur. Hein. Honnêtement, c'était très très dur. On me l'avait dit, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et oui, tous les jours, il se passe quelque chose. Il n'y a pas un jour, il ne se passe pas quelque chose. Ce qui fait que même une victoire, on n'a pas le temps de se réjouir parce qu'on sait que derrière, il y a autre chose qui arrive. Ouais. En fait. Et après, je pense que beaucoup de femmes ont le problème le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose que je peux avoir. Alors pourquoi? C'est parce que je pense que certaines personnes, notamment des hommes pas très bienveillants de mon entourage, m'ont dit... par exemple, façon toi, tu passes ton temps à faire la belle sur des plateaux télé. Bah oui, mais c'est mon métier. Oui. C'est mon métier. Je pense pas qu'on dirait ça à un homme. Mais moi, j'ai eu beaucoup de remarques un peu désagréables. Alors que notre métier à nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est de se faire connaître. Parce que Bien sinon, sûr. On ne peut pas toucher nos consommateurs. Et moi, en plus, qui suis une ancienne timide, je me souviens les profs qui m'ont eu au collège, je récitais parfois les poésies d'eau à la salle. Parce que même si je parlais à tout le monde, j'aimais pas ça parce que je me mettais trop de pression. Mais il a fallu aussi que je me dépasse
pour finalement faire toutes ces conférences. En plus, je fais des conférences en anglais. J'étais à New York, c'était il y a 3 ans. Je fais un interview pour la chaîne new-yorkaise. Il me fait la même chose, mais en espagnol. Waouh. Je dis, bon, ok, mais laissez-moi 5 minutes parce que l'espagnol, c'est pas comme si je le pratiquais tout le temps. Ouais. Donc, je dis, ok, je revois le vocabulaire. Et là, je dis, ok, c'est bon, je repars parce que c'est en direct. C'est des choses comme ça où, en fait, il faut vraiment. Alors, pour le coup, maintenant, je n'ai plus aucun complexe. Totalement. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu l'as complètement apprivoisé, ton syndrome de l'imposture. Non. L'imposture, non. Comment tu le gères du coup au quotidien, puisque tu dis qu'il est toujours là. Il est toujours là. Comment tu fais? Comment tu négocies avec lui? Comment je négocie? Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est compliqué, mais bon, déjà, j'ai des mentors, ça m'aide beaucoup. Ouais. J'ai des mentors hommes, j'ai des mentors femmes. Qui m'apportent. Donc, des fois, je les appelle, je me dis, oh là là, mais eux, ils croient en moi autant que ça. Je suis bon, ok, je me remets un peu en question. Non, mais comme je me connais et que je sais que je l'ai, alors moi, je compense en étant en essayant d'avoir un maximum de données. Enfin, je compense par la technicité, c'est-à-dire que je creuse à fond et ça me rassure. Mais tu es sûr de ton sujet et voilà. tu es sûr des données que tu vas avancer, de ton discours. Oui. Ouais. Donc en fait, c'est solide. Oui, voilà, nous on est très solide. Donc en fait, moi, ce qui me rassure, c'est la donnée parce que j'ai ce côté rationnel. Ouais. Et après, j'essaye et après aussi participer à des événements et discuter avec d'autres personnes. Ça me permet de me rendre compte que je ne suis pas la seule. J'ai des amis hommes qui partagent aussi parfois ça et donc et puis voyager aussi, parce que voyager et voir d'autres cultures qui se posent pas ces questions, parce que dans leur éducation dès le collège on leur apprend à pitcher, notamment aux États-Unis, et on leur apprend à ne pas du tout finalement avoir de complexe, et que justement il faut se montrer pour obtenir des bourses. En fait, eux, ils n'ont pas le même mindset que nous. Et en fait, comme moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, je me suis dit que c'est aussi un problème de la culture française, où on montre pas trop, faut pas trop briller, c'est très très complexe en fait, et on vous juge surtout beaucoup. quand on est une femme. Alors pas trop briller quand on est une femme. Plus on est une femme, alors voilà, pour rester discrète, douce, conciliante, enfin. Oui, mais moi par exemple, j'ai fait des due diligence et on a mis des experts en face de moi et c'était que des hommes pour le coup. Ouais. Et moi dans mon équipe c'est que des femmes, et en face d'eux on avait des remarques où en gros on nous prend de haut en disant mais ça là, il vous manque ça. Ah ben non, moi je leur ai dit non, il ne manque pas ça. Et en fait, ils insistent. Et moi, j'ai dit non, mais en fait, je ne sais pas d'où viennent vos experts, mais je peux vous dire que nous savons de quoi nous parlons. Et finalement, il faut que je mette une preuve devant eux, et à la fin, je m'agace. Mais comme je m'agace, il paraît que je ne suis pas facile et que je suis chiante. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on s'impose, on devient chiante. Voilà. Et donc, au final, ou la dernière fois, on m'a dit, mais en fait, tu viens comme un homme, en fait. Comme un homme, parce ça que veut dire quoi? Je me suis posé la question. Ça, parce que je réponds très cash. Oui. Et je peux pas toujours être polie et tout encaisser avec le sourire. Non, c'est pas possible. Il y a un moment ou un autre où c'est même pas souhaitable, peut-être. Oui. Ou quand on me dit ma petite dame. Oui. Ça maintenant, des fois mon cerveau il vrille. Oui, je comprends. Alors si je suis de bonne humeur, ça va. Mais alors si je suis déjà un peu en mode fatiguée, alors là je vais vite briller. Mais bon, après c'est à nous d'être pédagogue. Oui, à nous de les éduquer, c'est ça, de leur expliquer. C'est un petit peu fatigant, non? C'est fatigant, oui, honnêtement c'est fatigant. Et je me souviens encore, la semaine dernière, j'avais un peu accumulé et j'ai dit à quelqu'un, bon, je veux bien comprendre ton point de vue, mais il va falloir que tu commences à comprendre le mien, parce que là, ce genre de remarques, j'en ai un petit peu assez en fait. Et c'est un peu une insulte à mon intelligence, ça commence à devenir un peu pénible. Et je pense que si moi je faisais l'inverse, en effet miroir, ce serait pas très agréable. Et voilà, mais je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir dans des anciennes générations en fait, c'est ça, parfois on est en face de nous, mais bon après il faut plutôt en sourire en fait. Il faut sourire de cette situation. Bah oui, parce qu'en fait c'est en rentrant finalement c'est assez drôle. Oui, puis le sourire, enfin la ténacité n'empêche pas le sourire. Voilà, oui, moi j'ai toujours le sourire, ouais. Et justement, dans les moments plus compliqués, ou alors peut-être où tu es en surcharge de travail ou en surmenage, etc., d'autant que tu nous l'as dit, tu travailles, tu me l'as dit, tu travailles 14 heures par jour, et tu nous l'as dit, tu dors 3 heures par nuit. Donc, c'est un rythme qui est quand même assez effréné. Sur quoi tu t'appuies? Qu'est-ce qui va te soutenir dans ces moments-là? Alors, c'est peut-être un morceau de musique, un mantra, quelque chose, ou peut-être une routine, un petit secret que tu aurais à partager
avec nous, qui te rebooste et te redonne la banane, j'ai envie de dire. Oui. Alors, il y a un rituel que j'ai tous les jours. Je cuisine pour mon fils. J'adore cuisiner pour lui. On cuisine ensemble et on échange. Et en fait, moi, cuisiner, ça m'apaise énormément. Mais sinon, j'écoute beaucoup de musique. Ouais. Je danse beaucoup chez moi. Et même des fois en marchant. Des fois, je danse dans l'avion, en prenant le métro. La musique, pour moi, est un moyen de réaligner mes énergies. Après, non, honnêtement, moi, comme je dors 3 heures par nuit depuis des années, mon rythme de travail, il est comme ça, donc j'en ne souffre pas plus. C'est justement, je trouve que les journées sont pas assez longues pour apprendre tout ce que j'aimerais apprendre. Donc la nuit, je fais des choses différentes que la journée, puisque comme la nuit, personne ne me dérange, à partir d'une certaine heure, parce que souvent, je commence tôt avec l'Asie, mais je finis tard parce que je discute avec les États-Unis et Los Angeles. Donc en fait, parfois, j'ai des calls jusqu'à minuit, et le matin, je peux avoir des réunions à 3-4 heures du matin. Mais sinon, le soir, une de mes passions, c'est de lire des brevets, des études scientifiques. Là, par exemple, dans l'avion, j'ai passé tout le vol à écrire un nouveau programme de recherche parce qu'il y a un truc qui m'intéressait. Le prochain. Oui. Donc, j'ai rédigé ça pendant tout l'avion, mais il fallait que ça sorte de ma tête, là. Et je suis allée au bout de mon truc. Et comme ça faisait un moment que je lisais des études, j'ai tout synthétisé dans l'avion. Voilà. C'est écrit. Maintenant, j'y pense plus. C'est écrit. Quand j'aurai le temps, je le ferai. Ok. Shirley, on arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais te remercier d'avoir partagé avec nous tout cela et puis ces dernières astuces que tu as. Effectivement, là, on a compris, hein, tu as de l'énergie, mais tu sais aussi aller la chercher quand tu n'en as plus, quand tu pourrais en manquer. Et tu es toujours en recherche en réflexion. En tous les cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin que tu voudrais partager. Moi, je dirais croyez en vos rêves parce que c'est important de croire en ses rêves. Et parfois, quand on doute ou qu'on n'a peut-être pas la force, il faut aller la puiser vers quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, je crois que ça stimule énormément. Et puis, si les autres ne croient pas en vous, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout, en fait. Moi, quand j'ai démarré mon projet, personne ne croyait en mon projet. Personne ne croyait aux actifs de la banane. Personne ne croyait en une marque de la Martinique. Et aujourd'hui, quand vous voyez, quand on peut regarder tout ce qu'on a accompli, c'est quand même énorme, en fait. Oui, clairement. Donc, voilà. Donc, je vous dirais, continuez, en fait. On a besoin de plus de personnes qui font rayonner la Martinique et puis travaillons ensemble. Ça, c'est hyper important de travailler ensemble parce que c'est le monde qu'on doit conquérir. Et on est plus fort ensemble. Rêver grand et travailler ensemble et faire ensemble. Et faire ensemble, voilà. Okay. Merci beaucoup, Shirley. Merci beaucoup, Marie. Ose-la, les voix qui osent. Track Studio par Agence Composite.